Bonjour à tous, je suis très content de vous accueillir sur cette chaîne ou de vous retrouver pour la suite de notre rétrospective sur Tarantino. Et donc après avoir parlé de Kill Bill, on va maintenant aborder Inglourious Basterds, qui est le premier film historique de Tarantino. Ce qui n'est pas si exceptionnel quand on le dit comme ça, mais on verra qu'à partir de ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, il a réalisé que des films historiques, des films qui se déroulent dans le passé en tout cas, parce qu'on verra aussi que c'est pas la dimension, la reconstitution historique de la grande histoire qui l'intéresse. Et on va surtout axer notre réflexion sur deux points que je trouve essentiels dans le film. C'est d'abord la naissance de la tension qu'il provoque chez le spectateur, et aussi le rôle des langues, des accents, qui jouent d'ailleurs parfois avec cette tension, on verra comment. Et donc aujourd'hui on parle du 6e film, ou du 7e film, c'est selon, de Quentin Tarantino, donc Inglourious Basterds. Alors la première chose dont je voulais parler, c'est justement cette tension, et comment elle est développée, comment elle naît dans le film. Et on peut commencer par dire qu'il y a deux scènes qui mettent vraiment en exergue la tension dramatique. C'est d'abord la première, dont on parle souvent d'ailleurs quand on parle d'Inglourious Basterds, et celle dans la taverne, au milieu du film à peu près. On parle quand même de deux séquences de 20 minutes chacune, donc 40 minutes en tout, ce qui représente à peu près un quart du film, dans lesquels notre attention va être complètement consacrée à ce qui se passe à ce moment-là. On avait déjà parlé de la dimension très théâtrale dans Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, et on verra avec The Hateful Eight ou Les 8 salopards que c'est ça pendant toute la durée du film. Et là donc pareil, il y a une dimension assez théâtrale, parce que c'est deux scènes qui ont une unité de lieu, pour employer un vocabulaire de théâtre. Dans celle du début, on est dans la propriété de Perrier-Lapatite, qui accueille un officier nazi chez lui, à la recherche d'une famille juive, dont on apprend en cours de scène que celle-ci est cachée sous le plancher. Et dans la seconde, on est dans une taverne dans laquelle des soldats britanniques et une espionne allemande se préparaient à l'opération Kino, mais l'arrivée fortuite de soldats allemands perturbe leur plan. Et donc toute la tension elle va être créée par la présence de personnages qui sont ennemis, ou d'éléments auxquels les personnages n'ont pas accès, qui représentent les enjeux, qui nous donnent à nous spectateurs les enjeux de la scène. Et c'est même toute la réflexion d'Hitchcock sur la notion de suspense, le fait qu'une scène dans laquelle des personnages parlent avant qu'une bombe explose et surprenne les personnages et le spectateur n'a aucun intérêt, alors que si on apprend avant la scène qu'une bombe est sous la table pendant que les personnages parlent, bah là soudain il y a un intérêt supplémentaire, et même supérieur au dialogue, et c'est ce qu'on a à plusieurs reprises dans le film, notamment dans le cinéma à la fin, quand la mise en scène nous permet de dépasser les vêtements des personnages, pour voir des bâtons de dynamite posés sur leurs jambes. C'est aussi le fait, comme on l'a déjà dit, de voir la famille juive dans la scène d'ouverture cachée sous le plancher. Et c'est pas quelque chose que Tarantino nous montre immédiatement, on a d'abord des doutes sur les intentions des personnages, ce qui est assez pertinent parce que c'est la première scène d'abord, et puis c'est aussi, ça a aussi pour but de la dynamiser presque au milieu de la scène, parce que si on regarde plus précisément, on a d'abord l'arrivée des soldats nazis pendant 1 minute et 30 secondes, ce qui paraît pas très long dit comme ça, mais c'est quelque chose qui le fait durer plus que ce dont on aurait besoin, et qui est en plus accompagné par de la musique. Puis on a un silence qui va être assez pesant, et le seul qui va vouloir l'empêcher, c'est Hans Landa, l'officier SS, interprété par Christoph Waltz, et c'est quelque chose que l'on retrouve dans les corps de tous les protagonistes qui sont tendus, sauf justement Landa encore une fois, et son apparente amabilité, elle va être cruciale dans la scène, parce que c'est elle qui va diriger l'attention du spectateur. On a l'impression dans un premier temps qu'il va en venir directement au fait, quand il demande au personnage français s'il sait qui il est, et en fait, il sort un papier, et on a l'impression, à ce moment-là, qu'il va tout simplement lui poser des questions qui ressembleraient plus à une simple vérification, parce que l'acteur joue vraiment le fait d'être préoccupé par le fait de remplir son papier. Il y a un moment qui est assez caractéristique de ça, c'est quand il demande d'énumérer les membres de la famille, et qu'il s'arrête, qu'il marque un temps sur l'un des enfants, on a vraiment l'impression à ce moment-là que ça va être le déclenchement du réel sujet de sa visite, et en fait pas du tout, mais il donne l'impression d'être concentré sur son papier une nouvelle fois, et c'est là que la caméra va se déplacer autour des personnages, et après ça on a donc le travelling vers le bas, qui nous montre la famille qui est cachée, et ça change vraiment tout parce que maintenant on sait que le personnage a quelque chose à se reprocher, entre guillemets bien sûr, et ensuite l'officier commence à réellement discuter avec Perrier-Lapatite, et on pense que c'en est fini, parce qu'il semble vraiment juste vouloir discuter,
Mais progressivement, et c'est là que ça devient très intéressant, progressivement donc, la discussion se rapproche du personnage auquel il s'adresse, et il compare à un moment justement les Allemands à un faucon. Bah là c'est vraiment ça, c'est les serres d'un rapace qui se resserrent sur sa proie, et l'exemple de ça c'est le resserrement des plans, de plus en plus proche des visages, qui augmente l'intensité de la scène, et une fois qu'on a conscience de ça, bah c'est terminé, et le spectateur le sait. Et en ce qui concerne la scène dans la taverne, c'est pas exactement la même chose parce qu'on a d'abord une longue préparation avant la séquence, ce qui nous montre d'ailleurs que ça va être une séquence importante dans le film, contrairement à la scène d'ouverture qui n'avait pas de prémisse pour le coup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir une musique qui accompagne la scène, et qui provient vraisemblablement d'une radio, et qui va s'arrêter quand les enjeux dramatiques vont commencer, justement, pour renforcer les silences et donc la tension. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le traitement des deux séquences, c'est que c'est pas du tout la même chose. Dans la scène d'ouverture, on a la sensation que ce qui arrive est presque inéluctable, alors que là c'est un événement malencontreux, qui est dû à la présence de soldats allemands qui était imprévu. Et dans un premier temps, on a l'impression que le problème est finalement résolu, parce que les soldats britanniques déguisés en allemands sont plus haut gradés que les vrais soldats allemands, ce qui fait qu'ils ont autorité sur eux. Mais ce qui nous a été caché, c'est la présence d'un officier allemand qui change toute la dimension de la scène, comme la présence de la famille juive plutôt, ce qui d'ailleurs est assez ironique quand on y pense. Et ensuite c'est la même chose, on a la sensation qu'ils vont s'en sortir, jusqu'à la commande des verres, et ce plan qui, encore une fois, change tout. Et donc c'est toujours un demi-suspense chez Tarantino, c'est pas exactement la même chose que chez Hitchcock, parce qu'on a toujours, presque toujours en tout cas, une surprise au milieu qui va dynamiser la scène, et qui change complètement les enjeux dramatiques. Et de fait, le cinéma de Tarantino, c'est quelque chose qu'on pourrait résumer à des personnages qui se tiennent en joue, c'est quelque chose qu'on retrouve dans presque chacun de ses films, et une fois encore ici, dans cette scène de la taverne justement. Et ce que j'ai trouvé d'assez frappant dans Inglourious Basterds, c'est la motivation des personnages. C'est là aussi quelque chose qu'on pourrait élargir à tout le cinéma de Tarantino, le fait que les protagonistes et les antagonistes se ressemblent à un certain point. C'est quelque chose qui est représenté, qui est symbolisé dans son premier film par le fait que l'un des membres du groupe soit un infiltré, ou par la rédemption de Jules dans Pulp Fiction, ou encore par le fait que Béatrix et Bill est quelque chose qui les relie dans Kill Bill. Là, il y a une phrase qui a attiré mon attention, qui a particulièrement attiré mon attention dans la première scène. C'est lorsque le personnage interprété par Christoph Waltz dit qu'il peut penser comme un juif, là où un juif ne peut pas penser comme un soldat allemand. Bah justement, c'est exactement ce que va faire Shoshana par la suite, lui prouver le contraire, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour réaliser sa vengeance, en gardant son sang-froid quand elle se retrouve face à celui qui a tué toute sa famille, et pas tellement pour sauver la sienne en fait, mais davantage pour justement réaliser sa vengeance. Et il y a beaucoup de points communs dans ces films entre les antagonistes et les protagonistes, notamment le fait que chacun d'entre eux ait un intérêt pour le style, les accessoires, les costumes. C'est la pipe de l'officier Landa qui s'oppose au voile noir et à la robe rouge que porte Shoshana à la fin. Il y a vraiment ce point commun là entre les deux personnages, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans Django avec le costume bleu du héros, ou même celui qu'il porte à la fin qui ressemble énormément à celui de DiCaprio. Bref, il y a énormément de points communs entre les protagonistes et les antagonistes dans ces films, et il y a évidemment une opposition, et notamment celle que j'ai trouvée très intéressante dans ce film, c'est celle entre le colonel Landa, interprété donc par Christoph Waltz, et les autres personnages protagonistes, particulièrement Aldo Raine, incarné par Brad Pitt, dont l'accent américain, qui doit même être un accent régional, est très prononcé. On a aussi le mouvement qu'il fait avec sa mâchoire en avant. Bref, c'est un personnage qui ne parle que sa propre langue, et les autres avec un accent terrible. C'est même le personnage interprété par Diane Kruger qui s'en moque à un moment donné, et donc il va s'opposer à Hans Landa, qui est le personnage polyglotte du film, qui parle en allemand évidemment. Jemand fashionables. Et qu'on retrouve aussi en français au début. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite? Et ce qui n'est pas réellement surprenant de la part d'un soldat allemand qu'on a envoyé en France. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est l'anglais ensuite. Well, I'm very familiar with you and your family. I have no way of knowing if you are familiar with who I am. Et même pour nous surprendre encore davantage, l'italien à la fin. Dans la scène sans doute la plus drôle du film, et peut-être même de tout le cinéma de Tarantino. Buongiorno. Signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie.
Et à ce moment-là, ce qui est mis en avant pour nous faire rire, c'est justement le contraste entre les personnages, entre la prononciation de Brad Pitt, de l'italien qui peut pas être plus catastrophique je pense, et celle de Christoph Waltz qui est presque parfaite, qui est peut-être d'ailleurs la langue, à part l'allemand, qui maîtrise le mieux dans le film, c'est-à-dire presque sans accent en fait, ce qui je pense n'est pas le cas pour l'acteur dans la vraie vie, donc ça a été quelque chose de travaillé, parce qu'à ce moment-là c'est quelque chose d'essentiel évidemment, et qui renvoie aussi à une réplique de Diane Kruger, plutôt, qui dit que les Allemands n'ont pas l'oreille pour l'italien, ce qui est évidemment assez drôle quand on voit la scène ensuite, parce que la langue c'est souvent ce qui va trahir les personnages, ce qui va décider de leur destin, c'est la manière dont ils manient la langue, et le meilleur pour ça c'est certainement Christoph Waltz justement, qui donc s'oppose à Brad Pitt, puisque d'un côté on a un personnage très cultivé, polyglotte, et de l'autre l'américain du Tennessee, avec un accent à couper au couteau, qui ne sait parler autre chose que sa langue natale. Et je voulais terminer sur un point que j'ai pas pu relier aux autres, donc j'en parle maintenant, c'est l'importance du cinéma dans ce film, peut-être plus que dans n'importe lequel autre de sa filmographie. Déjà on retrouve presque exclusivement des musiques de bande originale d'autres films, essentiellement d'Ennio Morricone d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur Kill Bill et qu'on retrouvera dans Django, 3 films dans lesquels il y a une dimension très western, et ce qui est assez antithétique quand on parle d'un film qui se passe en Europe d'ailleurs. Et je m'aperçois que j'ai oublié de parler du titre quand je voulais parler des langues, parce que c'est une double faute d'orthographe, parce qu'il n'y a pas de U normalement à Inglorious, ce qui est d'ailleurs une faute que font souvent beaucoup d'articles qui parlent du film, et il n'y a pas non plus de E à Bastards normalement, ce qui renvoie finalement aux accents et aux langues parlées dans le film, et aux erreurs de langue surtout. Bref, j'en reviens là où je m'étais arrêté, au cinéma, et donc il y a 4 personnages qui sont liés au cinéma dans le film à travers leur métier. D'abord le personnage de Mélanie Laurent, qui tient un cinéma à Paris, celui de Daniel Brühl ensuite, qui est un acteur amateur interprétant son propre rôle dans un film de propagande, puis celui de Diane Kruger, qui est une célèbre actrice du cinéma en Allemagne, et enfin celui de Michael Fassbender, soldat britannique et anciennement critique de cinéma. Et surtout, toute la considération dramatique de la fin du film se fait par le prisme du cinéma, qui est à la fois le lieu dans lequel se déroule la dernière longue séquence, mais aussi ce dont il est question quand il s'agit de mettre le feu à la salle, et que ce qui est choisi pour répandre le feu le plus rapidement, ce sont les bobines de pellicule. On a aussi un film qui est tourné pour cette séquence, et un timing qui est lié au nombre de bobines. Enfin bref, Inglourious Basterds, c'est un film qui parle beaucoup de cinéma, et qui fait aussi beaucoup références, des références que je ne vais pas énumérer ici, parce que il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent très bien de ça, vers lesquelles je vous renvoie. J'espère surtout que cette vidéo vous a plu. J'ai pas pu parler de tout évidemment, parce que je me suis concentré sur ce que j'estime le plus intéressant et le plus réussi, parce que je trouve que tout n'est pas réussi, il y a des choses beaucoup moins réussies dans Inglourious Basterds, c'est mon avis. Et quoi qu'il en soit, j'ai été très content de faire cette vidéo, et si vous l'avez aimé, vous pouvez lui mettre un pouce bleu, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur le cinéma de Paul Thomas Anderson, qui est selon moi une des meilleures, la meilleure peut-être, sur ma chaîne pour le moment. Si vous avez envie de découvrir son cinéma, vous pouvez aller la voir, ou même si vous adorez son cinéma, si vous êtes fan de son cinéma. Et on continue également notre rétrospective sur l'année 2021, dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de Clint Eastwood. Et d'ici là, je vous dis à très vite.